Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Pardon, les débats. Pardon, c'est Alexis Poulain qui m'a perturbé. Les débats qui commencent désormais aux alentours de 10h45. Donc aujourd'hui, mettez-vous d'accord avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les jeudis matins. Et également le vendredi, on vous retrouve à midi en lieu et place de notre ami André Berkoff. Vous animez Poulain sans réserve de midi à 1h. Oui. Pierre Gentillet, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes avocat, on est ravis de vous recevoir, c'est une première dans cette émission. Et puis nous attendons Éric Tegner, président directeur de la rédaction de Livre Noir. Je vous ai présenté Kevin? Non, je ne vous ai pas présenté. Ce n'est pas grave, Valérie, je vous pardonne. J'ai commencé par Alexis, donc je suis perturbée, je ne suis pas dans l'ordre, vous savez. C'est toujours ma faute. Kevin Bossuet, professeur oui, ça va être votre faute. Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Valérie. C'est bien passé? Oui, merveilleusement bien. De nouveaux collègues, de nouveaux élèves. C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour, très bien. On va parler évidemment de la candidature de Marion Maréchal-Le Pen. Marion Maréchal, on ne dit plus Le Pen, pardon, qui conduira la liste Reconquête aux européennes. On va parler de ces refus d'obtempérer qui continuent. On va parler de la pauvreté. On l'a un petit peu évoqué hier. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer tout de suite peut-être avec vous, Alexis. C'est dans la continuité de ce qu'évoquait ce matin dans son débat très animé Jean-Jacques Bourdin à propos de Total Énergie. Oui, c'est encore une fois le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui, au lieu de prendre des dispositions, des lois, va demander à Total Énergie de continuer de limiter les prix à la pompe. Donc il demande à une entreprise privée de limiter ses profits plutôt que de baisser les taxes sur l'essence, évidemment, qui sont quand même assez énormes, avec l'excuse que baisser les taxes sur le pétrole, ce serait 12 milliards de recettes en moins. Une dépense, alors il appelle ça une dépense, c'est des recettes en moins pour l'État. Et donc l'État ne veut pas bouger, mais va demander à Total, par contre, de se serrer la ceinture, alors que, évidemment, vous avez des producteurs de pétrole comme la Russie, l'Arabie Saoudite, qui jouent sur les cours et qui vont produire moins et qui vont en payer les frais. Alors, tout le monde en paye les frais, c'est surtout les Français à la pompe, évidemment. Le gouvernement est conscient que l'essence, c'est quand même un sujet extrêmement inflammable, sans jeu de mots, mais on se rappelle bien sûr la taxe carbone qui avait déclenché d'une certaine façon les gilets jaunes. Là, on voit bien que le carburant à 2 €, si ça devait monter encore, ce serait intenable pour de nombreux Français qui utilisent leur véhicule pour travailler, notamment. Et donc, aucune solution à part demander à Total de faire un effort. Donc, on a l'impression qu'en ce moment, le gouvernement, c'est allô Bernard Arnault, allô Patrick Pouyanné, allô, est-ce que quelqu'un peut nous aider? Mais il n'y a plus personne finalement à Bercy, à part Bruno Le Maire, qui passe son temps à faire ce genre de mesures qui ne sont pas des mesures en fait. C'est simplement un aveu d'impuissance pour dire on en est là aujourd'hui, et c'est assez terrible parce que l'inflation, elle est galopante. C'est un taux réel de 18% quand on regarde sur un an, et y compris avec des produits alimentaires. Les Français se serrent la ceinture. Ça commence à devenir un vrai sujet politique grave, sans réponse à la hauteur aujourd'hui du gouvernement. C'est dans la prolongation de ce que vous vouliez évoquer, Pierre Gentillet, justement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai été très touché c'est-à-dire par le témoignage hier à votre micro, c'était au micro, je crois, de Jean-Jacques Bourdin, tout à fait, d'une retraitée, Annie, qui peut-être d'ailleurs nous écoute, et qui est retraitée, qui vit avec 900 € par mois, qui n'est pas du tout un cas isolé, qui compte ses sous, qui ne se chauffe plus. Vous voulez qu'on écoute un extrait? On va écouter. Oui, je pense que c'est mieux de la laisser parler, et après je vous en dirai un mot. Je n'arrive plus à vivre. Je n'ai plus envie de sortir. C'est triste à dire, j'en ai assez de voir les gens heureux. Voilà, je suis heureux pour eux, je leur dis. Mais moi, c'est une souffrance difficile. Voilà. Je n'envisage plus je veux plus entendre parler des cadeaux de Noël, des cadeaux d'anniversaire. Voilà, c'est trop compliqué. Oui. Elle racontait, ça dure une dizaine de minutes, elle racontait qu'elle économisait sur tout, elle comptait absolument tous ses sous pour tout, même pour le ramoneur. Enfin, je veux dire,
Enfin voilà, il faut écouter ce témoignage. Ça rejoint, pardon de vous couper, ça rejoint le rapport du Secours populaire. 45% des Français sont dans l'incapacité absolue ou partielle de payer certains actes médicaux. Plus d'un tiers des Français reconnaissent devoir sauter des repas, certains pour permettre à leurs enfants de manger. Moins d'un Français sur 2 déclare parvenir à mettre de l'argent de côté. Un Français sur 5 déclare vivre à découvert. Donc, c'est-à-dire que oui, et si vous voulez, moi, ce qui m'insupporte dans cette situation, c'est que Annie n'est pas un cas isolé, mais pourtant c'est un cas dont les pouvoirs publics se contrefichent. Mais véritablement se contrefichent. On sait très bien que ces situations-là existent, en particulier justement. Une aide lui avait été accordée, une aide de la CAF de 152 €. Cette aide lui a été retirée. Pourquoi ? Parce qu'elle a changé de zone, elle est passée dans une zone plus rurale. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire que on a un gouvernement qui a dépensé l'argent pendant 2 ans, pendant la crise Covid notamment. Il a littéralement jeté l'argent par les fenêtres. Je pèse mes mots, d'accord ? Il a utilisé de l'argent pour recourir à des cabinets de conseil, à des centaines de millions d'euros, d'accord ? Nous avons, mais si vous voulez, il y a un 2 poids 2 mesures qui est insupportable dans ce pays. On a déversé des milliards dans des zones, dans des banlieues qui en plus sont des puits sans fond. Enfin, je veux dire, on a un argent qui est extrêmement mal géré, qui est injustement géré. Et quand on entend des témoignages comme ça nous écœure, ça nous prend. Donc il faut un jour que ça change. Qui plus est pour des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui vivent petitement, qui vivent dignement. Et ça se sentait dans le témoignage de cette dame, parce qu'elle a 4 enfants, et elle disait mais j'ai pas envie de recourir à l'aide de mes enfants. Je pourrais, mais je peux pas, parce que ces gens ils sont dignes, et ils restent dans le silence. Et c'est parce qu'ils restent dans le silence malheureusement, c'est parce qu'eux ils hurlent pas, c'est parce qu'eux ils fraudent pas, c'est parce qu'eux ils truquent pas, qu'on se dit c'est bon, on peut les laisser de côté. On va les laisser de côté. Non, on ne doit pas les laisser de côté, ces gens-là. Il y a cette catégorie, effectivement, de gens qui ne vont pas au Resto du Cœur, qui ne veulent pas recourir à ces aides. Mais ce qu'on voit, c'est le sacrifice de la classe moyenne en ce moment. C'est quelque chose de tragique et terrible. Vous avez, je crois que c'est plus d'un Français sur 4 qui s'estime vivre dans la précarité. C'est énorme. Enfin, je veux dire, un pays comme la France, c'est même scandaleux. Et c'est comme si c'était programmé finalement, le côté les aides, les minima, comment on en arrive à ce niveau-là en fait de paupérisation de la population. Alors l'inflation n'explique pas tout. Je pense qu'il y a aussi des politiques sérieuses. La question du logement qui est toujours un point obscur et le déni finalement des gouvernements. Et tout ça fait qu'aujourd'hui vous avez des Français qui tombent dans la pauvreté. Le cas des Restos du Cœur, c'est emblématique. Heureusement, ça repose le débat en disant on ne peut plus. Mais les Restos du Cœur, j'ai vu des témoignages aussi de bénévoles qui disaient c'est pas forcément les gens qui devraient en bénéficier qui en bénéficient. Bien sûr. Et certains sont partis écœurés. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. De voir, comment ça se passait. Et on a entendu d'ailleurs au micro de Jean-Jacques Bourdin quelqu'un qui disait il y a des gens qui chipotent, qui veulent pas des légumes, qui veulent pas de ci, qui veulent pas de ça. Donc là aussi, il y a peut-être des choses à faire. Oui, je suis d'accord avec ça. Il y a la question du consentement à l'impôt. Moi, je veux bien payer des impôts pour aider, en effet, cette retraitée. Mais j'en ai marre de payer des impôts pour financer l'AME, pour financer des plans banlieue qui ne riment à rien, puisque dès qu'on construit quelque chose, tout de suite, c'est abîmé. Et de manière générale, aujourd'hui, ça touche en effet l'ensemble de la société avec ce sentiment de déclassement. Même les classes moyennes, inférieures, voire même supérieures, ont peur de tomber dans la spirale finalement de la précarité, parce qu'il suffit d'une perte d'emploi, il suffit finalement d'un divorce pour tomber véritablement dans la spirale de la pauvreté. Et c'est ce qui marque en effet notre société. On en reparlera tout à l'heure. Là, quand on a Marion Maréchal, par exemple, qui nous parle d'aspect civilisationnel, je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, ça reste quand même le pouvoir d'achat, et les politiques sont apparemment impuissants. Donc ça crée de l'abstention ou ça crée du vote RN. Si je peux me permettre, c'est plus que ça. C'est pas que les politiques sont impuissants, c'est qu'ils sont responsables. On parlait de l'inflation. L'inflation, c'est pas un phénomène météorologique. Il y a des gens qui ont alerté, je reviens encore là-dessus, sur cette crise du Covid, en disant attention, on va déstructurer l'économie mondiale quand on va tout rouvrir, en plus avec un endettement énorme et avec des rouvertures. Vous avez vu en Chine, ça a mis du temps à rouvrir. On va déstabiliser l'économie, on va déstabiliser le cours des matières premières. Tiens, c'est ce qui est arrivé. Et on a précipité une inflation dont, faut quand même le dire, on nous a promis, Bruno Le Maire nous a promis qu'en septembre, cette inflation, elle allait baisser. Elle ne baisse pas, et on nous dit, vous allez voir, demain, dans 6 mois, ça va baisser. On a vu ce qu'il en est. Le prix de l'électricité aussi. On se retrouve dans un instant, c'est l'heure du journal sur Sud Radio.
Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord avec aujourd'hui Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le jeudi matin, et vous êtes également là le vendredi entre 12h et 13h en lieu et place de André Berkoff, et puis Pierre Gentillet, avocat, qui est avec nous ce matin également. On va parler de la candidature de Marion Maréchal pour la liste Reconquête aux européennes, les refus d'obtempérer, et on peut continuer sur la précarité et sur les non-solutions du gouvernement. C'est effectivement, ou en tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, c'est trop tard. Enfin, quand on voit le choix du quoi qu'il en coûte qui est aujourd'hui responsable du chaos dans lequel on sombre, il y a plusieurs leviers. D'abord, prenons le prix de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté du gouvernement de quitter le mécanisme de l'Arenh qui fait que nous vendons l'électricité beaucoup trop cher, ce qui fait que des TPE, PME sont en train de mettre la clé sous la porte. Ça fait davantage de gens sans emploi, davantage de gens dans la précarité. Le logement, pas de réflexion non plus sur la question du logement étudiant, mais aussi logement pour les faibles retraites, etc. Et puis la question ensuite de la redistribution. Enfin voilà, on est un des pays les plus imposés du monde et on se demande où va l'argent systématiquement. On ne comprend pas. Quand on regarde l'école, c'est un chantier en destruction. Quand on regarde l'hôpital, eh bien, année après année, c'est un effondrement. Quand même un service d'urgence sur 2 qui a été obligé de fermer une semaine ou plus cet été en France. On en est là. Vous avez ensuite l'aide, que ce soit les pompiers qui n'avaient pas assez de moyens. Rappelez-vous les feux de l'an dernier. Heureusement, on n'a pas eu des feux de cette ampleur-là cette année, mais il y a une vraie question sur l'organisation aujourd'hui de l'État. L'organisation et l'attribution des aides. Et plutôt que les aides, il y a la question aussi du juste salaire. Aujourd'hui, quand vous voyez l'imposition d'un salaire, quand vous êtes patron et que vous payez un salarié et ce que vous donnez à l'État, est-ce que ce ne serait pas plus malin finalement de donner du pouvoir d'achat à quelqu'un et de dire attendez, on va trouver d'autres moyens peut-être pour financer moins de services publics mais de meilleure qualité. Aujourd'hui, on est dans un délire. On a des témoignages de nos auditeurs qui disent un repas par jour sans viande. Voilà. Vous n'imaginez pas mais de la gens misère en montagne, dit Stéphane, absolument. En montagne, sans les associations d'aide alimentaire, les gens ne pourraient pas avoir un repas par jour. C'est effectivement question centrale dont on parle finalement pas assez. Il faut des associations, des témoignages comme ça pour lever un peu ces sujets. Kevin, vous aviez un coup de gueule. Oui. Vous êtes dans votre couloir de nage. Voilà. Oui, un coup de gueule contre la grève qui est en cours au lycée Maurice Utrillo à Stein, puisqu'il y a moitié du personnel éducatif qui a décidé de faire grève pour protester contre l'interdiction du port de l'abaya décidée par Gabriel Attal. Moi, ça m'a profondément choqué. D'ailleurs, on est à 2 jours de la rentrée. Ils sont déjà en grève, donc ça pose la question évidemment de la continuité du service public, mais surtout, s'opposer à l'interdiction de l'abaya alors que ces enseignants sont censés enseigner la laïcité et la faire appliquer. Moi, ça me laisse quand même songeur. En outre, ils partent du principe que finalement, cette mesure serait islamophobe. C'est-à-dire qu'ils prennent à partie leurs élèves pour leur raconter que l'État français serait islamophobe, pour leur raconter que l'éducation nationale serait islamophobe. Ils font entrer finalement leurs idées au sein de l'espace scolaire et ils piétinent évidemment leur devoir de neutralité. Moi, je ne comprends pas comment ces enseignants peuvent ainsi évoluer dans une institution qui est censée être laïque. Qu'ils aient leurs idées, ça les regarde. Ils ont le droit de les défendre à l'extérieur de leur collège ou de leur lycée, mais qu'ils le fassent devant les élèves, moi, je trouve ça extrêmement grave. Et de manière générale, on reconnaît bien ici les enseignants d'extrême gauche, qui sont une véritable gangrène, qui considèrent que les principaux et les proviseurs sont des ennemis de classe, qui considèrent que Gabriel Attal est un ennemi de classe et qui sont sans arrêt en train de protester. D'ailleurs, Jean-Michel Blanquer, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, il s'est buté à cela, puisque tout ce qui était décidé en haut était finalement contesté en bas. Voilà le problème, l'un des problèmes de l'Éducation nationale, c'est une partie de ce personnel qui ne se reconnaît pas dans les valeurs portées par l'école de la République. Vous en pensez quoi, Alexis Poulain ? Sur l'interdiction de l'abaya... Non, mais les profs qui font grève, quoi.
pour ça. Faire grève pour ça, je trouve ça un peu déplacé, parce qu'il y a d'autres raisons de faire grève au sein de l'éducation nationale avant de commencer par celle-ci. Donc clairement, là, c'est de la politique. Ils disent qu'ils font grève parce qu'il y a des problèmes plus graves, qu'ils ont moins de dotation, etc. Non, mais ça je peux l'entendre. Mais la fermeture de classe, dotation, mais ils sont etc. contre, effectivement. Après, que ce soit la revendication numéro 1, c'est choquant, parce que là, on est dans un bras de fer politique au sein de l'enceinte d'un établissement scolaire. Si on applique la laïcité, il faudrait aussi que cette politique-là ne rentre pas au sein de l'établissement. Or, c'est bien le cas. Donc, il y a là une utilisation d'un combat, peut-être pour avancer des revendications syndicales qui sont, elles, légitimes. Non, mais là, c'est l'abaya. Il y a des tracts qui ont été distribués à l'entrée de l'école. À l'entrée de l'école. Il se passe quoi? Le ministère réagit comment? Ça peut durer longtemps? Ça peut durer longtemps. Enfin, le droit de grève, c'est comme son nom l'indique, est un droit. Mais je pense que le ministère voit évidemment ça d'un mauvais œil. Le problème, c'est qu'ils sont fonctionnaires. Il y a une forme de sécurité de l'emploi. Mais moi, je suis désolé, ils n'ont rien à faire dans l'éducation nationale. D'ailleurs, à l'époque, Jean-Michel Blanquer l'avait clairement dit. Ceux qui ne partagent pas les valeurs de la République n'ont rien à faire au sein de l'éducation nationale. Je sais que dans certaines académies, il y a eu des sanctions, il y a eu des déplacements vis-à-vis de ces profs d'extrême gauche qui faisaient n'importe quoi sur le terrain. Mais à un moment, ça suffit, quoi. L'important, c'est l'intérêt des élèves, et ces syndicats qui ont toujours le mot intérêt des élèves à la bouche et qui font grève 2 jours après la rentrée, il faut arrêter de se fiche de la poire du monde. Alors, ils dénoncent une baisse des dotations, de la dotation horaire de l'établissement, et ils protestent contre l'interdiction de la tenue couvrante. Oui, non, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils protestent contre les dotations horaires, sauf que le rectorat donne plein d'heures supplémentaires, sauf qu'il est impossible pour eux, ils les refusent, parce que évidemment, c'est voler des postes, évidemment, c'est rentrer dans la logique de l'éducation nationale. Non, franchement, ces gens, en fait, n'enseignent pas, ils font de la politique, et c'est désastreux pour nos enfants. Quelqu'un veut réagir? Je suis assez partagé, peut-être te surprendre, mais je suis assez partagé. Pourquoi? Parce que le droit de grève est un droit constitutionnellement garanti. Ces gens veulent faire le droit de grève. En l'occurrence, on n'a pas à en apprécier le motif. La seule limitation qu'il y a, c'est si la grève ne se fonde pas sur un motif sérieux, ou en tout cas un motif réel. Là, c'est un motif, c'est un motif qui existe, si vous voulez. C'est leur avis politique, il leur appartient. Moi, écoutez, comment vous dire, je suis très partagé sur ce sujet-là, parce que je ne partage évidemment pas leur opinion. Je suis pour l'interdiction de l'abaya, je suis pour l'interdiction de tout type de vêtements religieux islamistes, mais je suis à vrai dire, je suis assez content de voir ces professeurs d'extrême gauche, justement, le nez dans le réel, et après tout, si ça leur plaît, s'ils veulent... Écoutez, s'ils veulent faire grève, il y a ce droit de grève qui est garanti. Moi, j'ai beaucoup de mal à me situer sur ce sujet-là. Je suis très embêté. Je suis pas d'accord avec vous. Je veux dire, le fonctionnaire... Mais je comprends que ça embête les professeurs qui soient dans le même établissement et qui ne font pas grève. Non, mais le fonctionnaire a un devoir de neutralité, c'est-à-dire que ces gens peuvent avoir leurs idées politiques, ils n'ont pas à essayer de faire de la propagande au sein des établissements en distribuant des tracts à leurs élèves pour essayer de leur dire finalement qu'ils doivent être avec eux. Il faut arrêter le droit de grève. Moi, j'ai mes idées politiques. Quand je suis en classe, il y a une neutralité stricte. C'est normal. Ça, c'est en classe. Là, c'est en classe. Là, en l'occurrence, ils le font en classe. Non, mais là, par définition, s'ils font grève, ils vont pas en classe. Ils sont devant l'établissement en train de distribuer des tracts aux élèves et aux parents d'élèves. En droit, le principe de neutralité ne se confond pas avec le droit de grève. Quand vous faites grève, c'est souvent pour un motif politique. Donc, si on dit principe de neutralité, à ce moment-là, on anéantit le droit de grève. Donc, les élèves n'ont rien à faire là-dedans. Mais dans tous les cas, il y a une mise en otage. Mais on peut dire ça pareil pour les usagers de la SNCF. Mais là, à ce moment-là, on peut remettre en cause le droit de grève. Vous jugez là effectivement sur le droit de grève. Éric Tegner nous a rejoint. Éric Tegner, on parlait donc de ce lycée Astin dont les profs font grève pour protester, entre autres, contre l'interdiction de l'abaya. Moi, ce que je trouve passionnant dans cette polémique, c'est que, vous savez, habituellement, donc il y a 2 mois, 3 mois, on essayait de dire que dans l'éducation nationale, il fallait mieux payer les professeurs, que le problème ne venait pas des professeurs. Parce qu'on n'ose pas, et surtout les politiques, dire tout simplement qu'il y a une partie des professeurs qui déjà, d'une, sont très mauvais. C'est-à-dire que moi, je ne souhaiterais pas que mes enfants soient éduqués par ces professeurs. Et ça, évidemment, c'est politiquement incorrect. Mais à quel moment on va commencer à essayer de faire croire aux gens que 100% des professeurs seraient excellents? Dans les faits, il y en a qui sont très mauvais. Donc, les augmenter, leur donner plus d'argent, n'y changera rien. Et pourquoi c'est intéressant ce qui se passe en ce moment sur la question de l'abaya? C'est que, enfin, on parle justement de cette idéologie des professeurs et derrière donc cette capacité, parce que je suis désolé, un professeur d'abord, c'est quelqu'un qui est capable justement d'aller au-delà
de son idéologie pour apprendre aussi quelque chose de commun. Et lorsqu'on voit, ils ont le droit de manifester, moi je pense que tant mieux, parce que ça permet aussi de voir qui ils sont, ça permet de savoir aussi où on a envie d'envoyer nos enfants dans un établissement. Donc lorsqu'ils font grève, on comprend que c'est pas là-bas qu'on peut l'envoyer, même si parfois on est assigné à résidence de toute façon. Mais c'est important justement de pouvoir expliquer qu'aujourd'hui il y a un véritable problème sur ces professeurs, et le fait qu'ils soient idéologisés fait justement que l'enseignement qu'il partage ne peut pas créer justement aujourd'hui du commun, il n'est pas objectif. On va y revenir, on va marquer une toute petite pause et on continue ce débat avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord. Là, on n'est pas tout à fait d'accord sur la grève de ces enseignants astreints. Vous voulez ajouter quelque chose? Vous voulez ajouter quelque chose? Ces enseignants d'extrême gauche sont évidemment minoritaires. D'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois, je crois que c'est en décembre dernier, réalisé par l'IFOP, qui a montré que 20% des enseignants étaient pour le port de tenue religieuse au sein des établissements scolaires. C'est vrai que les moins de 30 ans étaient 41%, mais il y a quand même une majorité qui font respecter et qui sont des républicains fervents et des gens en faveur de la laïcité. En outre, j'aimerais rebondir sur une chose, le salaire est crucial. Pourquoi on se retrouve avec une crise de recrutement? Parce que les professeurs sont sous-payés. Quand les professeurs sont sous-payés, les meilleurs, ceux qui sont attachés à la méritocratie, ceux qui sont attachés au travailler plus pour gagner plus, ceux qui sont attachés finalement à l'excellence, quittent l'éducation nationale pour aller ailleurs, pour faire carrière ailleurs, et il nous reste ce qu'il reste. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de central. Après, je suis d'accord, je trouve que les enseignants ne travaillent pas forcément assez. Moi, je suis pour le travailler plus, pour gagner plus. Là, il y a la mise en place du pacte où les enseignants vont pouvoir faire des heures supplémentaires en remplaçant des collègues absents ou encore en faisant du devoir fait. Et moi, je suis évidemment pour ça, et évidemment que je le prendrai le pacte, puisque ça fait des années que je multiplie les heures supplémentaires, parce que je trouve ça normal. Bon. On va passer à votre coup de gueule ou coup de cœur. Plutôt, c'est une autopromotion, Éric Tegner. Oui, en même temps, ça va finalement se transformer en coup de gueule, parce qu'effectivement, je voulais parler de nous, notre média Livre Noir, on a la chance de lancer un magazine, donc dans une ère où il y a la crise justement du papier, c'est intéressant, et on a voulu le faire sur la question de l'immigration. Et en fait, ce qui m'a surpris en travaillant ce magazine, c'est que j'ai vu à quel point il y avait énormément de think tanks qui avaient déjà créé énormément d'études sur le sujet. On a rencontré absolument tous les spécialistes de l'immigration, Patrick Stefanini, Boualem Sansal, Florence Bergeau-Blackler, ils ont tous des propositions extrêmement concrètes. Aussi, on a réalisé des entretiens avec le président de groupe LR à l'Assemblée nationale hier, Olivier Marleix, avec différentes personnalités du champ politique global. Et en fait, on réalise qu'on va finir par proposer un magazine. Il y a absolument tout dedans, des propositions, des solutions, des chiffres, des sondages aussi, on le révélera, qui montrent que la majorité des Français soutiennent ces propositions. Et il y en a un aujourd'hui qui semble justement ne pas écouter cela, c'est Emmanuel Macron qui essaye de nous expliquer que finalement, de toute façon, régler le problème migratoire, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire justement avec ces immigrés ou ces enfants d'immigrés qui sont en France aujourd'hui? On en parlait la semaine dernière sur la question de l'accord franco-algérien, cette dénonciation qui est proposée par Xavier Driancourt, où sur votre plateau, certains me disaient oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on va faire de ces Algériens aujourd'hui qui sont en France? Il ne faut absolument pas le faire. Vous savez, j'en parlais sur le fait que tous les projets de loi immigration depuis 10 ans, ils commencent, et le prochain va commencer par ça. Attention, ce projet de loi ne concerne pas les Algériens en raison de l'accord franco-algérien de 1968. Donc c'est là où finalement ça se transforme pour moi comme un coup de gueule. Parce qu'à un moment donné, il y a eu près de 22 lois qui ont été réalisées sur l'immigration ces 20 dernières années, et on ne l'a toujours pas résolu. Alors que les questions d'experts, on en parlera tout à l'heure, c'est mon dernier point sur justement ce courrier qui a été réalisé par Emmanuel Macron après la rencontre. On voit qu'il y a encore beaucoup de flou sur la question de l'immigration, qui donne l'impression qu'en fait, on ne peut rien résoudre, alors que si. C'est un petit peu le cas dans beaucoup de domaines. Je vois Sophie de Menton qui expliquait qu'il y a très peu de partis qui se tournent vers les chefs d'entreprise pour essayer, ou même le gouvernement, pour essayer de voir comment avancer. Il y a des tas de gens qui ont des solutions extrêmement concrètes et qui ne sont pas écoutés, pas entendus. Il y a d'autres sujets ici, c'est aussi qu'il y a des carcans juridiques, parce que là on parle d'une convention, donc du droit international, et en droit, si vous voulez, dans notre hiérarchie des normes, le droit
international prime sur les lois. Donc si effectivement demain on fait passer une loi et que cette loi est en contravention à un traité, c'est le traité qui l'emportera. Ici, le traité, la Convention algérienne de 1968. En outre, si on décidait de faire passer une loi immigration, indépendamment de cette question algérienne, qui soit un projet de loi ambitieux, il faut bien comprendre qu'il y a encore une étape de complexification, c'est le contrôle du Conseil constitutionnel. Et moi, je peux vous dire, pour avoir bien travaillé et travaillé constamment sur ces sujets, que s'il y a une loi ambitieuse en matière migratoire, elle sera censurée par le Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, en fait, c'est peut-être un mot un peu fort, mais je pense qu'il faudra une révolution juridique à un moment ou à un autre si le peuple veut reprendre le pouvoir. Nous ne sommes pas réellement en démocratie. Nous sommes dans un gouvernement du droit, un gouvernement des fonctionnaires, des normes, et qui en fait la volonté politique. Les gens ne le savent pas, mais ils le pressentent parce qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, on leur dit tout de suite « Oh, c'est compliqué, il y a ça à faire, il y a tous ces droits, il y a tous ces obstacles. » Vous savez, c'est un peu la maison qui rend fou dans Astérix. Et les 12 travaux. En réalité, un certain nombre de carcans juridiques, on nous présente comme des garanties de l'état de droit, etc. On note que l'état de droit s'efface très vite quand il s'agit de faire passer un pass sanitaire ou un pass vaccinal. Bon. Mais en réalité, il faudra bien en passer par là à un moment ou à un autre. Une loi immigration, je le dis, pour des raisons juridiques, pour des raisons de droit international qu'Éric a évoqué ici, et aussi des questions de droit constitutionnel, ne passera pas. Mais ça pose la question de la démocratie. Qui dirige en France? Bien sûr. Alors, je suis totalement d'accord sur le constat de fond de Pierre Gentil. Là, j'aimerais quand même mettre une touche d'espoir et de faisabilité. C'est pas tous les jours, mais c'est en Gérard Larcher. Pourquoi? Parce qu'une réforme constitutionnelle... tout sauf ça. Une réforme constitutionnelle, elle passe en général par le Sénat également. On a besoin aussi d'avoir une majorité des 2/3 pour le faire passer. Gérard Larcher, c'était la semaine dernière chez vos confrères du Parisien, a dit clairement qu'il fallait absolument aujourd'hui faire une réforme de la Constitution. Et certains, moi j'en parlais hier à Olivier Marleix, qui est président du groupe LR à l'Assemblée, il disait que même sur la question du droit d'asile, ils sont prêts à réformer, parce qu'évidemment, ça c'est le problématique, c'est que la majorité aujourd'hui de ceux qui viennent en France, ils contournent en fait cette logique du droit d'asile, ils viennent pour des raisons économiques. Nous, on s'est rendu à la Cour nationale du droit d'asile, on a fait une enquête dessus, où on a pendant des semaines écouté tout ce qui s'y disait, c'est absolument les mêmes discours, ils inventent en fait une sorte de package pour le migrant dans lequel dedans il y a le fameux speech, et beaucoup sont soit acceptés en France, soit déboutés, ils peuvent pas repartir. Donc il faut réformer aussi la Constitution pour faire en sorte de réformer le droit d'asile. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire à Emmanuel Macron qu'en fait, il suffit qu'il veuille le faire. Il n'y aura pas de blocage institutionnel du côté du Sénat. C'est pas comme s'il y en avait un. Si LR n'avait pas conscience et disait, comme à une certaine époque, ah non, mais il faut surtout pas toucher au droit d'asile. Ah mais il faut faire très attention lorsqu'on réforme la Constitution, parce qu'on sait justement que les sénateurs sont très frileux là-dessus. Ils l'avaient été en 2018 au moment de l'affaire Benalla, justement, parce qu'au début il y avait une réforme institutionnelle qui était prévue. Là, pour le coup, on peut le faire. Et quand Emmanuel Macron il dit qu'il veut rassembler une partie des oppositions sur les grands sujets, ben là justement il y a un sujet sur lequel il peut avoir du monde. Et il est pas. Alors, effectivement, pour modifier la Constitution, on peut passer par la procédure à laquelle vous faites référence, c'est-à-dire l'article 89, qui suppose soit la réunion du Congrès, soit le passage par les deux chambres, puis le référendum. Mais on peut faire encore plus simple, comme a fait le général de Gaulle en 1962. L'élection du président de la République au suffrage universel direct a été institué par un référendum. Un référendum déclenché par l'article 11 de la Constitution. Le général de Gaulle a ainsi modifié la Constitution par l'article 11. Il n'y a pas besoin de passer par le Sénat, par l'Assemblée nationale, par un congrès. C'est le président de la République qui s'adresse à la nation, qui dit voilà, il va y avoir un référendum sur telle question. Après, sur l'immigration, l'article 11, il faut modifier pour faire en sorte qu'on fasse un référendum sur l'immigration. Non, parce qu'il suffit simplement, s'il s'agit juste d'un référendum sur l'immigration, sur un sujet, c'est vrai que ça va être compliqué. Par contre, s'il s'agit de modifier la Constitution, pour inscrire, par exemple, je sais pas, tel quota migratoire, même si je suis pas favorable à mettre ça dans la Constitution, mais ou par exemple de restreindre le droit du sol et de l'inscrire dans la Constitution, ce qui nous mettrait à l'abri des traités, là oui, c'est possible en se basant sur le précédent de 1962. Dès qu'il s'agit d'une révision de la Constitution, oui, on peut y aller directement. Pardon, c'est peut-être un peu juridiquement compliqué, mais voyez justement, c'est ça qui est dommage. C'est que il
faut pas vous arrêter à cette complexité parce que c'est vraiment, mais ce sont vos outils de démocratie. Oui, mais ce sont vos outils. Le cadre des carcans des traités européens, de toute façon. Non, parce que la Constitution est au-dessus. Au-dessus des traités européens. La Constitution reste au-dessus des traités européens. Donc il faut de la volonté politique. Si on inscrit dans la Constitution telle mesure sur le droit du sol, peu importe ce que dira le droit européen, juridiquement, les tribunaux se plient. 11h26 sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. On va parler des refus d'obtempérer et puis de Marion Maréchal à la tête de la liste Reconquête aux européennes. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec Kevin Bossuet, Éric Tegner, Alexis Poulain et Pierre Gentillet. On va dans un instant parler donc de cette annonce hier qui a été faite par Reconquête. Marion Maréchal conduira donc la liste Reconquête aux européennes. C'est vrai que ça commence très tôt. On va en parler dans un instant. Je voudrais quand même parler de ces refus d'obtempérer qui sont, on a vu les policiers qui nous disaient toutes les 20 minutes et puis un coup de gueule contre la France insoumise, ça n'étonnera peut-être pas certains de nos auditeurs. Daniel Simonet qui dit un mort de plus, un mort de trop, il avait 16 ans, toutes nos pensées à sa famille et aux proches, exigeons la vérité et la justice. Pourquoi et comment le véhicule de police a provoqué la mort de l'adolescent? Moi je dis ça suffit. Ça suffit. Il y a 3 jours, il y a un piéton qui a été tué après un délit de fuite. Ça suffit. C'est vraiment le 2 poids 2 mesures. C'est pas possible d'entendre ça. Et je vois un autre tweet à Perpignan, un refus d'obtempérer, course-poursuite à 200 km/h, un évadé conduisant une voiture volée finit par se jeter à l'eau pour fuir la police qui le poursuivait. Il y a un moment, quand on refuse d'obtempérer, on est responsable de ce qu'on fait. On est responsable. Donc les condoléances aux familles, certes, oui, c'est épouvantable qu'un jeune de 16 ans meure, mais en profiter pour remettre le sujet des violences policières et surtout ne pas s'indigner de la mort d'un piéton après une course-poursuite, je trouve ça absolument dégueulasse. Oui, c'est ça, on a affaire ici à une inversion des valeurs, c'est-à-dire que quand un adolescent ou un adulte décide délibérément de ne pas finalement obtempérer, on nous raconte que c'est à cause de la police, qu'il y a des violences policières, que l'institution policière en effet est en cause, et c'est une honte puisqu'on jette l'opprobre évidemment sur nos policiers qui font un travail admirable, et surtout, moi je suis désolé, à partir du moment où on refuse d'obtempérer, on se met soi-même en danger. Les adolescents, tout ça qui sont morts, je ne dis pas qu'ils l'ont bien cherché, mais en tout cas, ils engagent leur responsabilité, et voilà, c'est quand même la réalité des choses. Ouais, Alexis. Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, trop de morts sur ces contrôles de refus d'obtempérer et trop de refus d'obtempérer en fait. Qu'est-ce qui ne va pas trop de morts, ça commence par le refus d'obtempérer. Bien sûr, non, mais le problème, c'est d'arriver à toutes les 20 minutes, ça me paraît incroyable en fait. C'est quelque chose. Pourquoi on en arrive là? Qu'est-ce qui fait que... Et on n'est pas aux États-Unis. On en arrive là parce qu'il n'y a plus la peur de la police, parce qu'ils sont des délinquants. Si je peux me mettre, c'est plus que ça. En fait, pourquoi il n'y a, si je puis me permettre, pourquoi il n'y a plus de peur de la police? Parce qu'en fait, le policier en tant que tel, pourquoi est-ce qu'il vous fait peur? Pas parce qu'il est policier, mais parce que derrière, il y a la possibilité d'une sanction. Oui, la justice. Or, ici, il n'y a pas de sanctions, ou en tout cas il n'y a pas assez de sanctions, et je crois que c'est Eric tout à l'heure qui parlait des tribunaux, mais alors il suffit simplement d'aller à Pantin, mais aller regarder une audience, vous verrez des gens qui ont, allez, je n'exagère rien, je prends un cas concret, quelqu'un qui a 30 ans, qui a été condamné 15 fois, un certain nombre de fois, à chaque fois avec des petits délits. Mais vous croyez que la 16e fois, le refus d'obtempérer... mais pourquoi il ne s'arrête pas dans ce cas-là? S'il sait qu'il ne sera pas puni, il n'a qu'à s'arrêter. Précisément parce qu'il sait qu'il sera puni. Pourquoi il sera puni? Alors là, c'est la question des places de prison, taux d'occupation trop important, et puis une certaine... Donc il pourrait s'arrêter en disant qu'il risque rien. Il pourrait s'arrêter en disant qu'il risque rien. Mais parce qu'il ne respecte plus la police, parce que la police n'est plus la source d'ordre dans d'innombrables endroits en France. Et comme je vous le dis, il n'y a pas la peur de la sanction derrière, comme l'uniforme de police ne fait plus peur pour cela, parce qu'il n'y a pas le travail derrière au niveau de la justice. Vous savez, le droit pénal, c'est une chaîne, police, justice, prison. S'il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'un seul maillon qui fonctionne et les deux autres sont défaillants,
Alors, ça ne marchera pas. Je ne suis pas d'accord avec Stéphane, un auditeur qui dit mais ce sont des gamins, on défie la police quand on est un môme et depuis toujours. Non, ce ne sont pas des gamins, ce sont des délinquants dans la plupart des cas, pardon de le dire ainsi. On le voit en général au casier judiciaire. Moi, je ne sais pas, évidemment ça peut arriver non, ça ne peut pas arriver à tout le monde. Moi, quand la police m'arrête, je m'arrête. C'est une façon de voir. Et vos enfants, vous les élevez pour qu'ils s'arrêtent et vous défiez la police, vous le faites à vos propres risques et périls. Et si vos parents vous ont pas prévenu que vous risquez de vous casser la gueule ou de vous faire très mal en fuyant, c'est pas possible. Les paroles d'un chanteur très populaire qui est Jul, il fait des doigts d'honneur au Schmitt. Donc c'est aussi une culture, effectivement, je suis d'accord avec ça. Il y a malheureusement une culture de les cow-boys et les Indiens, on va faire chier les policiers, excusez-moi du terme, on va essayer de pousser le curseur très loin avec maintenant une exaspération du côté policier et puis une violence aussi qui ne fait que monter. Enfin, c'était la une du Parisien cette semaine en disant que la guerre contre la drogue est perdue. Enfin, peu importe ce que peut déclarer Gérald Darmanin, on a l'impression que c'est en train de partir dans tous les sens dans ce pays. Je rêve, Marie, une auditrice me dit on est contrôlé pour tout et n'importe quoi. Non, je pense pas. Enfin, c'est pas possible, Marie. Vous pouvez pas dire on a 12 points, on va pas s'arrêter parce qu'on veut pas perdre un point. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, Éric Tegner? Moi aussi, je voudrais mettre en avant l'arnaque de ce concept de violence policière. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si toutes ces personnes, notamment aussi dans les quartiers, dans les banlieues, qui ne cessent de dire qu'il y a des violences policières, c'est-à-dire, en somme, que lorsqu'ils vont voir un policier demain, le policier peut tout à fait sortir son pistolet et leur tirer dessus. Si véritablement il le pensait, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il serait tétanisé à chaque fois qu'il verrait un policier. Alors pourquoi, lorsqu'il le voit, il ne s'arrête pas? Parce qu'en fait, malgré le fait de dire qu'il y a des violences policières, ils savent très bien qu'en fait c'est une arnaque et que le policier, il ne peut pas faire cela. En Russie, dans des pays, dans des dictatures, etc. Vous savez, ces policiers-là font des cas justement de violences policières, de répression, qui sortent souvent du droit, disons, international. Et pour autant, les gens se comportent extrêmement bien face à eux parce qu'ils ont peur. On ne peut pas dire d'un côté qu'en fait il y a une peur créée par les policiers et de l'autre constater qu'en fait à chaque fois qu'un policier va arrêter quelqu'un, il y a un refus d'obtempérer. Moi là-dessus, j'ai du mal à comprendre que un effet ne produise pas une conséquence. Alors, je suis assez d'accord sur le concept de violence policière. Ça n'a évidemment aucun sens. Je veux dire, il y a certains enseignants qui se comportent mal. On ne parle pas de violence enseignante. Là, en parlant de violence policière, évidemment, c'est une expression idéologique qui a pour but de discréditer la police et à travers elle, l'État. Après, sur le terrain, en banlieue, il y a aussi des policiers qui se comportent mal. Ça peut aussi arriver. Moi, j'ai déjà vu des policiers insulter les adolescents. J'ai déjà vu des policiers, en effet, ne pas avoir forcément un bon comportement. C'est quelque chose d'ultra minoritaire, c'est vrai, mais il faut aussi le mettre en avant. J'ai des amis avocats qui me disaient aussi que parfois ils allaient en garde à vue. Il y a des personnes qui sont qui sont amochées physiquement. Ils se sont pas fait ça tout seuls. Voilà. Donc il y a un moment. Il faut être donc il y a des violences policières. Il y a certains policiers qui agissent très mal, qui ne respectent pas en effet une certaine éthique, il faut le dire, mais c'est extrêmement minoritaire, mais il ne faut pas instrumentaliser cela. Juste pour faire un complément, tout comme tout à l'heure je parlais de la qualité des professeurs. Lorsque vous parlez à des policiers qui sont des commissaires qui ont 20 ans d'expérience, ils vous disent que tous les jeunes qui aujourd'hui entrent en école de police souvent peuvent venir des quartiers où sont vraiment pas bons. Et ça, c'est pareil, surtout quand on est droit. On peut pas. C'est pas qu'une histoire de sous-payer. C'est une histoire qu'à un moment donné, avec un problème d'éducation depuis 20 ans, il y a un niveau de qualité des Français qui a baissé. Qu'on leur donne plus d'argent, qu'on leur fasse des formations continues, ça change. Non, mais sur le terme de violence policière, un mot, pardon. C'est-à-dire que je pense que le sujet n'est absolument pas là. C'est-à-dire que, pardon, c'est encore. Le sujet, c'est le refus d'obtempérer. Non, le sujet, c'est la proportionnalité de la violence. Je m'explique. Par définition, c'est Max Weber, on connaît tous cette définition, l'État a le monopole de la violence légitime et la police est son bras armé. Donc, vous savez, une interpellation, moi j'en ai vu, une interpellation, c'est rarement « bonjour, rangez-vous sur le côté ». C'est typiquement quand on est en cas de flagrant délit. La police peut utiliser la violence. C'est une évidence légale. Le sujet, et c'est ce que doit vérifier à chaque fois le juge, c'est si l'usage de cette violence est proportionné au regard de la menace. C'est ça le sujet. Donc en fait la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que la police abuse de la force? Est-ce qu'elle abuse de la violence? Voilà, parce qu'il est dans
Il est dans sa nature et c'est bien et c'est normal que ce soit elle seule qui puisse utiliser cette violence. Je redis, la question, c'est la proportionnalité de cette violence au regard de la menace. Mais là, on parle d'un refus d'obtempérer, donc quelqu'un qui est arrêté parce qu'il commet un délit routier. Mais là, il n'y a pas de sujet. Il s'arrête. On s'arrête. Il y a la preuve, un mort, un piéton. Je revenais uniquement sur l'expression. Je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on s'arrête et le problème, c'est cette multiplication de ces faits-là qui sont au-delà de l'incivilité, puisque c'est de la violence. C'est aussi de criminel, puisque le piéton qui est mort, personne, on en a très peu parlé. Non, on en a très peu parlé. Un jeune homme de 30 ans qui perd la vie à cause d'un chauffard qui refuse d'obtempérer, il n'y a pas d'émeute suite à ça, il ne se passe rien, donc, parce qu'il n'y avait pas de caméra. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit choquer. C'était aussi les habitants de ces quartiers qui se plaignaient systématiquement des rodéos urbains en disant c'est pas possible, en fait, on vit là, mais on ne supporte plus ça. Et quand vous prenez le sujet, c'est comme si, encore un fait culturel qu'il ne fallait pas toucher, avec un film à Cannes qui glorifiait les rodéos. Enfin, c'est dingue. Donc ce côté culturel, il est important aussi pour comprendre. C'est pour ça que je parlais de Jules tout à l'heure. Il y a une culture de j'en ai rien à foutre de l'ordre, anti-flic, et j'en ai rien à foutre des autres aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment moi et voilà, il n'y a pas de société. Je voudrais faire un complément, une parenthèse, parce que dans le fond, on parle aussi de la question de la sécurité routière. Dans le fond, on essaye de dire que sur cette question-là, il faut être intraitable pour protéger la vie des gens. Il y a aussi le cas des activistes écologistes qui bloquent les routes. Et pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu récemment une vidéo aux États-Unis où il y avait des activistes qui bloquaient une route et d'un coup on voit la voiture de police, je crois que c'était des marshals, ils arrivent, ils défoncent complètement vraiment ils foncent à fond dans le barrage, ils sortent les pistolets et ils arrêtent vraiment en leur criant dessus ces militants. Et ils les amènent au poste directement. C'est-à-dire que c'est ça aussi que font certains pays. Et quand je parle de ça, c'est on parle, évidemment, c'est pas la même chose. On parle du refus d'obtempérer où il faut être sévère. Il faut aussi être extrêmement sévère sur ceux qui vont faire des blocages de route. Je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, si on érige aussi la sécuritaire comme quelque chose qui doit être majeur et fondamental, eh bien, il faut faire en sorte que quelqu'un qui va bloquer une route ou quelqu'un qui ne s'arrête pas, et derrière la sanction, eh bien, elle est intraitable et il n'y a pas à chaque fois une circonstance atténuante. Parce que c'est ça aussi le truc. C'est que souvent les gens peuvent ne pas s'arrêter parce qu'ils vont dire ah mais il y aura toujours une circonstance atténuante. Vous savez, j'ai besoin d'aller dans tel ou tel endroit, je suis en retard, etc. Ils pensent qu'il y a une circonstance atténuante qui va être au-dessus de la loi. Non. Marie, on continue notre échange. Elle dit mais mourir à 16 ans, on a tous fait des conneries à cet âge-là. Sauf que le policier, quand il a un mec sur une moto ou sur un scoot, il ne sait pas quel âge forcément a le jeune. Et je suis désolée, on s'arrête, Marie, qu'on ait 16 ans, 20 ans ou 30 ans. Et si, Marie, vous êtes, vous, sur le passage piéton, fauché par cette moto, par ce scooter, et où vos enfants, vos petits-enfants, votre mari meurent suite à ça, je pense que vous ne direz pas la même chose. Il y a la loi quand même. Enfin, je trouve ça insensé. Mais c'est ça. Le policier est aussi là pour protéger la société et dans le cas des refus d'obtempérer, ceux qui refusent d'obtempérer sont aussi des dangers publics. Ils peuvent renverser des piétons, des poussettes, etc. Enfin, à un moment, il faut le dire. Et puis, encore une fois, vous l'avez dit Valérie, quand un policier nous demande de nous arrêter, on s'arrête, point final. Si on ne s'arrête pas, on est un délinquant, point final. Ouais. On va changer de sujet, on va peut-être marquer une pause pour marquer cette transition. Marion Maréchal sera tête de liste de reconquête aux élections européennes. C'est loin, c'est en juin prochain. Néanmoins, ça dit un certain nombre de choses politiques sur cette candidature. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous parlons de Marion Maréchal qui a décidé de conduire la liste de reconquête pour les élections européennes. Et effectivement, on l'évoquait avec vous, Pierre Gentillet, c'est très loin les élections européennes. On a eu Jordan Bardella qui a annoncé également sa candidature. Comment vous expliquez cette précipitation à vouloir tout de suite s'afficher et communiquer ? Je pense à mon avis que les deux savent que, Jordan Bardella dès le début, en fait il avait déjà annoncé, Jordan Bardella, fait fuiter, comme on dit dans les offs, dans la presse, je crois que c'était en mai-juin dernier, qu'il lancerait la campagne tôt à la rentrée, ça n'a pas traîné, dès le début septembre. Et à mon avis, du côté de Reconquête, il y a aussi une certaine précipitation. Pourquoi ? Parce que, ne nous mentons pas, leur principal adversaire, leur principal concurrent, c'est clairement le Rassemblement national. Alors on dit qu'il y a aussi les Républicains avec François-Xavier Bellamy. Bon,
ils vont faire leurs 4-5%, il n'y a pas beaucoup de suspense. Mais vraiment, là où il y a le gros à prendre, c'est pour le Rassemblement national. Donc comme le Rassemblement national s'est déclaré tôt, il est logique, et je pense que c'est tout à fait de bonne loi, que Reconquête se déclare. Il y avait une incertitude sur la tête de liste. Est-ce que ce serait Éric Zemmour ou est-ce que ce serait Marion Maréchal? Finalement, c'est Marion Maréchal. Je pense aussi que c'est dû au fait que Jean-Luc Mélenchon n'y va pas et qu'il n'y a pas de présidentialisation de ces élections européennes. On en reparlera sans doute après, mais je pense que c'est... De toute façon, c'est des élections capitales, c'est des élections indispensables. Il faut bien. Mais que les Français. Mais il y a une chose qu'on ne sait pas. Il y a une chose qu'on ne sait pas. Et vraiment, j'en termine par là. C'est que ces élections européennes, l'expression n'est pas de moi, mais ce sont un peu les midterms de ce quinquennat, puisqu'il n'y a plus, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, d'élections à proprement parler nationales. Il y aura les municipales en 2026, mais les élections cantonales et les élections régionales sont repoussées en 2028. Donc, c'est une élection importante et c'est la seule vraie élection nationale et une élection où l'enjeu pour Reconquête, c'est de retrouver une respiration en vue de 2027. S'ils ne retrouvent pas cette respiration, c'est-à-dire s'ils font en dessous de 5%, ça sera très compliqué de viser la présidentielle. Comment vous le comprenez, vous, Alors déjà, je voudrais nuancer les propos de Pierre Gentil, qui, comme à son habitude, met LR aux oubliettes. Je tiens à rappeler que dans les sondages, je suis désolé, j'étais le premier à citer Gérard Larcher, maintenant je parle de LR aussi. Ça devient suspect. Je les suis principalement. Dans les sondages, aujourd'hui, ils sont à 9%. Donc ils sont un peu plus hauts. Il y a une sorte de respiration du côté de LR depuis quelques semaines. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que LR est habitué à se diviser cette fois-ci. Clairement, François-Xavier Bellamy n'est absolument pas concurrencé. Même sur la liste, il n'y a pas véritablement de bataille sur qui sera dedans. Je crois que même Hortefeux, il dit si vous me dites d'y aller, j'irai à nouveau, mais c'est pas forcément certain. Donc côté LR, ça peut fonctionner. Et ensuite, d'un point de vue de combat de ligne politique, je pense que François-Xavier Bellamy et Marion Maréchal sont aujourd'hui sur la même ligne, contrairement à Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que Jordan Bardella, il est sur une ligne qui est intéressante, qui s'inspire d'ailleurs de ce qui s'est passé en Scandinavie. C'est-à-dire qu'en Scandinavie, il y a eu un basculement d'un électorat de gauche et du centre vers la droite. Pourquoi? Parce qu'ils leur ont dit, si vous voulez sauver aujourd'hui l'État-providence, il faut contrôler l'immigration. Donc, Jordan Bardella, qui est très dur sur la question migratoire, on le voit beaucoup plus là-dessus que Marine Le Pen, peut tout à fait faire la jonction justement d'un point de vue social. Alors que François-Xavier Bellamy ou Marion Maréchal aujourd'hui sont beaucoup plus libéraux. Je ne les vois pas demain sur une scène commencer à expliquer qu'il faut sauver l'État-providence. Donc il y a une vraie différence. Et le deuxième aspect, moi, que je trouve intéressant, voire caustique, c'est que, vous savez, lorsqu'Éric Zemmour s'est lancé à la campagne présidentielle, il y avait cette idée qu'il ne fallait plus qu'une Le Pen soit sur la scène politique parce qu'elle nous empêchait de gagner. Elle empêchait la droite au sens large de gagner. Eh bien, ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'il n'y a pas de Le Pen du côté du Rassemblement national et que la Le Pen, elle est du côté de Reconquête. D'une certaine façon, ça va être Le Pen contre Jordan. Et c'est là où il y a le défi aussi de Jordan Bardella, c'est que s'il arrive à être en tête très largement au deuxième tour, au-delà d'une victoire personnelle, il va pour la première fois donner une victoire au Rassemblement national sans le nom Le Pen. Et ça, c'est un des enjeux, je pense qu'on ne perçoit pas encore, mais qui sera véritablement fort. Un petit mot, vraiment un tout petit mot pour compléter vraiment en une phrase qui a été dit. Il y a un autre clin d'œil dans cette élection. C'est que souvenez-vous les élections européennes 2019. Pourquoi est-ce que Marine Le Pen envoie Jordan Bardella? Parce qu'à l'époque, il y a une demoiselle, encore demoiselle à cette époque-là, qui s'appelle Marion Maréchal, et qui incarne la droite hors les murs. On l'adresse systématiquement par rapport à sa tante en disant elle est vraiment incroyable, etc. Et Marine Le Pen, en mettant Jordan Bardella, elle envoie le message, et qui emporte les élections européennes, elle envoie le message en disant « Moi aussi, je peux envoyer quelqu'un de jeune et quelqu'un de talentueux ». Là, c'est la revanche du match qui n'a pas eu lieu. Match retour, Absolument. Alexis? Oui, alors après, un bémol, les élections européennes ne passionnent pas les foules. Non, c'est ça, 45 à 50% de participation. Je crois que l'abstention aux européennes, c'est une des plus élevées. Sauf que Éric Zemmour ce matin expliquait que il fallait que les Français prennent conscience que c'est une élection extrêmement importante. Et ça revient à ce qu'on disait en début d'émission. C'est-à-dire que c'est une élection décalée. On va voter aux européennes pour sanctionner finalement Emmanuel Macron parce qu'il n'y a pas de midterm et parce qu'il n'y a pas de la démocratie est défaillante en France. En réalité, pas de référendum, pas de RIC, rien du tout. Et donc, on n'a que ça pour dire ça suffit. Et au final, ça va renforcer Emmanuel Macron, qui va sans doute faire un score avec Renaissance, puisque c'est le seul à défendre l'Europe. L'UDI a déjà dit qu'il serait derrière un candidat Renaissance. Et donc, c'est totalement faussé. Si
Éric Zemmour avec Marion Maréchal, Jordan Bardella et les uns et les autres arrivent à politiser cette élection, c'est pas pour les bonnes raisons. La question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce machin qu'est l'Europe ? On en arrive avec le prix de l'électricité, on en arrive avec les traités qui nous empêchent de faire des politiques nationales. On en arrive avec... Enfin, voilà. La vraie question, c'est aujourd'hui, à quoi sert l'Europe ? L'inflation, elle n'est pas contrôlée. La guerre, elle est en Europe. Et vous avez une Ursula von der Leyen qui ne rend de compte à personne et qui fait à peu près ce qu'elle veut à la tête de la Commission européenne. C'est ça la vraie question. Or là, vous avez tous les partis qui y vont pour dire on va en faire un pseudo-enjeu d'élection nationale. Mais je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Moi, je pense que les Français n'en ont absolument rien à faire. Eux, ce qui les intéresse, c'est comment ils vont finir le mois, c'est leur quotidien, et les Marion Maréchal, les Jordan Bardella, les François-Xavier Bellamy, mais ils s'en fichent complètement. En outre, on a des gens qui nous parlent de tout sauf d'Europe, alors qu'on est censé être dans une élection européenne, et j'ai écouté Marion Maréchal hier qui nous parle de défis civilisationnels. Très bien. Enfin, je ne crois pas que ce soit véritablement le cœur de nos problématiques d'aujourd'hui. La vérité, c'est que c'est de la petite politique politicienne, et celui qui va sortir gagnant de tout cela, c'est Emmanuel Macron, qui est évidemment au pouvoir, puisqu'on sait qu'il va y avoir un taux d'abstention très important et que ceux qui vont se déplacer, ce sont les catégories supérieures. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas véritablement d'enjeu, et que si vraiment le peuple se déplace, ce sera pour les mauvaises raisons, ce serait pour sanctionner une politique. C'est précisément parce que les catégories supérieures... Alors je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire effectivement, c'est pas des élections passionnantes, il y a une participation qui varie entre 45 et 50%, mais là je parle uniquement sur l'incidence politique, puisque là on parle de la déclaration de Marion Maréchal à ces élections européennes. C'est précisément, tu l'as dit à l'instant Kevin, parce que c'est une élection où se mobilisent moins les catégories populaires et plus effectivement une sociologie de la bourgeoisie et une sociologie urbaine, que ça peut profiter. Bien sûr. À Reconquête, parce que Reconquête, souvenez-vous que Reconquête, ses scores, Reconquête c'est 20% à Saint-Tropez et je crois 18% à Neuilly, devant Valérie Pécresse. Donc il y a je sais que c'est de la petite politique politicienne, ça peut vous paraître pas intéressant, mais il y a, parce que cet enjeu l'enjeu pour les élections européennes, pour ce parti, puisqu'on parle de Marion Maréchal pour Reconquête, c'est de survivre. Et ils peuvent survivre si ils arrivent à mobiliser cette sociologie plus que les autres. Alors, moi, j'entends, c'est souvent facile de dire, vous savez, les Français, ils ne s'intéressent pas à ça, ce qui compte, c'est la fin de mois, etc. Oui, bien sûr, c'est un discours qui fonctionne, Kevin Bossuet. Mais c'est la vérité. Derrière, les Français sont un peuple très politique, premier point. Deuxième point, il y a une élection, pour le coup, qui clairement n'intéresse pas les Français. Par exemple, c'est sénatorial, c'est dans 2 semaines. Ça, c'est clair, on est d'accord, ça n'intéresse personne. Gérard Larcher, il ne va pas les faire à 20h sur TF1, comme a fait Marion Maréchal hier. 20h, on sait sur TF1 que ça touche beaucoup de monde, y compris des petites classes moyennes. Donc malgré tout, ça intéresse les gens. Et peut-être que 50% des Français qui vont aller se mobiliser, mais c'est quand même pas mal. Et sur la question des bourgeois, des classes moyennes supérieures qui vont se mobiliser, il n'y a pas seulement une incidence pour Reconquête, mais il y a également une incidence pour Emmanuel Macron. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, son électorat aussi va lui envoyer un message. Et moi, j'aimerais relever une phrase qu'a eu Jordan Bardella dans son interview au Figaro, parce que c'est le Figaro qui a eu les 2 exclusivités cette semaine. Pour la première fois, il dit qu'à un moment donné, son rôle en tant que président du parti, c'est de faire comprendre aux élites ce qu'il faut faire pour le peuple. C'est-à-dire qu'il se pose comme quelqu'un qui va dire... Et dans la foulée, d'ailleurs, il dit qu'Emmanuel Macron est décroissantiste, etc. C'est comme s'il était au MEDEF. D'une certaine façon, il leur dit, je pense qu'à un moment donné, les élites, elles pourront nous choisir parce qu'elles sont pragmatiques. Et c'est intéressant. Et c'est ce qui, d'ailleurs, va être plus compliqué pour Marion Maréchal. Parce que Marion Maréchal, aujourd'hui, tout comme Éric Zemmour, leur ligne, c'est de pouvoir dire, oui, mais le Rassemblement National, de toute façon, ils sont anti-élites. Donc, ils ne pourront jamais être élus ni gouverner. Et là-dessus, je trouve que Jordan Bardella, en choisissant sur un interview qui est très cadré, parce que quand on donne un interview au Figaro, aux grands médias, c'est toujours très cadré, d'utiliser ce mot d'élite, je trouve que ça veut dire qu'il est dans cette logique de triangulation qui est intéressante. Il va aller chercher à capter pas seulement l'électorat LR et l'électorat Reconquête, mais une partie de l'électorat du centre droit d'Emmanuel Macron, en écoutant totalement cette analyse d'un Patrick Buisson qui dit qu'il y a une partie de l'électorat de droite qui pourrait être capté par une droite plus radicale,
qui aujourd'hui a voté pour Emmanuel Macron. Ils vont être nombreux. Il y en a bien sûr, trois sur le créneau. Vous savez, en 2019, c'est le moment où Emmanuel Macron avait opéré une modification de son électorat du centre-gauche au centre-droit. Et ça, c'est intéressant. Fillon a fondu, c'est-à-dire les LR. Tout à fait, c'est pas juste. C'est fini. Et de 20 à 8%. Juste, la CRS 8 a été envoyée à Maurepas et à Élancourt dans les Yvelines en prévision d'émeutes après la mort de ce jeune de 16 ans, mort après un délit de fuite. À suivre donc. Merci à vous. Tout de suite, André Berkoff.